Now we will continue with the Dr. Alfonsi presenting us the key role of the anesthesiologist in the ERAS pathway. Dr. Alfonsi, the floor is yours. Oui, dans dans cette nouvelle présentation, nous allons aborder un autre point important qui est le rôle de l'anesthésiste dans l'application des programmes RAC et des programmes de ERAS et dans le succès de ceux-ci. En fait, historiquement, ce sont des chirurgiens qui sont à l'origine du développement de ces programmes. Et longtemps, les médecins anesthésistes ont été un petit peu, pas mis de côté, mais un petit peu pris comme des exécutants. Or, lorsqu'on analyse un petit peu tout ça, on se rend compte que le rôle des médecins anesthésistes est fondamental dans le succès, en particulier lors du passage au bloc opératoire et de la prise en charge intra-opératoire. Alors, voici mes conflits d'intérêts en lien avec cette présentation. En fait, l'important est de savoir qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas lors de l'application d'un programme ERAS et qui peut soit aider, soit bloquer et gêner la convalescence des patients et favoriser la survenue. Je vous rappelle que les objectifs principaux d'un programme ERAS, c'est de faciliter le retour à l'autonomie des patients et c'est de réduire l'incidence des complications post-opératoires. Et donc, on va voir sur quelques exemples comment l'anesthésie peut aider à atteindre ces objectifs. Déjà, si on reprend un programme, les mesures d'un programme ERAS classique, qui sont listées ici, et si on regarde les mesures qui ne sont ni en gris et qui sont en noir, gras ou non gras, eh bien, on se rend compte que l'anesthésie intervient de manière directe ou indirecte, partiellement ou totalement, sur plus de la moitié des mesures dans lesquelles qui sont inscrites dans un programme. Et on va s'attarder plus, parce que pendant ces 20 minutes, on ne va pas avoir la prétention d'aborder tous les points. Et donc, je vais faire un focus plus particulier sur 3 points, qui sont le jeûne préopératoire et la gestion de la volémie et de la pression artérielle en péropératoire. Déjà, pour commencer sur le jeûne préopératoire, qui est quelque chose qui nous concerne directement, puisque c'est nous qui prescrivons ces durées. En fait, on se rend compte en pratique clinique que les recommandations qui sont reconnues universellement, qui sont de 6 heures pour la prise de solide et de 2 heures pour la prise de liquide clair, eh bien, elles sont extrêmement rarement respectées. Et par contre, parce que tout le monde, consciemment ou inconsciemment, a toujours peur de ce risque d'inhalation. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des résistances, à la fois de la part des médecins, mais également de la part des patients, qui très souvent s'attendent à être mieux s'ils restent à jeun depuis longtemps. Or, cette étude, il n'y a pas beaucoup d'études qui évaluent l'impact du jeûne préopératoire sur les suites post-opératoires. Et donc, cette étude est une des rares dans ce cas. Elle regroupe à peu près 180 patients opérés de cholécystectomie par laparoscopie, qui ont été randomisés en 2 groupes. Dans le groupe contrôle, les consignes pour le jeûne préopératoire, c'était 12 heures pour les solides et 6 heures pour l'eau. Et dans le groupe recherche, dans le groupe testé, eh bien, c'était les consignes normales, c'est-à-dire 6 heures pour les solides et 2 heures pour les boissons. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? Eh bien, on se rend compte que, et ça a déjà été décrit dans des études observationnelles, que lorsque la durée du jeûne est prolongée, eh bien, il y a plus de douleurs, les patients ressentent plus de douleurs en post-opératoire. Quand on limite la durée du jeûne, le premier repas survient plus rapidement, la première déambulation également, et les premiers gaz également apparaissent plus vite. Donc, il y a un bénéfice déjà sur le plan fonctionnel et sur le plan du confort des patients, simplement en limitant les durées. Mais plus intéressant encore, lorsqu'on regarde l'impact d'un jeûne prolongé, en particulier calorique, sur la glycémie, eh bien, on se rend compte que
les patients dans le groupe contrôle avaient des glycémies plus élevées que les patients dans le groupe contrôle, probablement parce qu'il y avait l'induction plus importante d'une résistance à l'insuline plus importante. Et lorsqu'on regarde, alors on peut toujours discuter des durées de séjour, hein, puisque ce sont des cholécystectomies programmées par la paroscopie, et donc on peut être surpris par les durées de séjour de ces patients, entre 4 et 6 jours, mais on constate quand même que la durée de séjour chez les patients qui ont eu une durée de jeûne limitée a été limitée et été significativement moins importante, avec un gain d'une journée, presque 2 jours. Ça, c'était pour le jeûne. On reviendra également dessus sur l'impact du jeûne, mais l'autre chose qui est importante, et ça c'est quelque chose qu'on doit mettre au crédit d'Henri Kellett, c'est d'avoir bien mis en évidence l'impact du stress chirurgical sur des réponses liées à la stimulation nociceptive, avec des réponses endocrines et métaboliques. Et donc, c'est résumé sur ce diagramme. On voit qu'il y a une activation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien qui se déclenche au moment de l'incision chirurgicale. L'importance des réponses est bien sûr directement liée à l'importance du stress chirurgical. Et à ce stress chirurgical, on peut aisément rajouter d'autres effets qui vont également modifier les sécrétions, qui sont une hypovolémie, une hypotension ou une hyperosmolarité, qui vont déclencher une augmentation de l'hormone antidiurétique. Et ceci va avoir comme impact, l'impact de ce stress chirurgical va générer une dégradation des protéines, parce qu'il va falloir mobiliser les muscles et les protéines musculaires pour à la fois faire de la néoglucogénèse hépatique, mais également fournir les matériaux nécessaires à la cicatrisation et fournir les matériaux nécessaires pour assurer la réponse immunitaire et inflammatoire. Ça va déclencher bien sûr une résistance à l'insuline, qui sera en grande partie liée à l'inversion du rapport insuline-glucagon, mais également, lorsque vous avez une activation du système rénine-angiotensine, avec une augmentation de la sécrétion de l'aldostérone et en parallèle une augmentation de l'hormone antidiurétique, vous avez une rétention hydrosodée qui va s'installer. Or, nous savons bien qu'il y a une relation étroite entre le remplissage que nous effectuons en péropératoire et la possibilité, la survenue de complications post-opératoires qui sont liées en fait à une hypoxie tissulaire. Dans un cas, c'est parce que votre patient devient hypovolémique, soit parce qu'il y a un saignement important mal compensé, et à ce moment-là, par un phénomène d'ischémie, de réduction du transport artériel en oxygène et de la délivrance d'oxygène au niveau périphérique, vous pouvez déclencher cette hypoxie. Mais à l'inverse, un remplissage excessif peut générer des œdèmes qui vont aller se mettre en place, s'installer dans les tissus interstitiels, et qui, en augmentant la distance entre le capillaire et la cellule, peut également générer une hypoxie tissulaire. Donc, cette balance entre ce qui est une hypovolémie et ce qui est un excès de remplissage, en fait, on doit toujours le rechercher en paire opératoire. Et quand on remplit trop notre patient, eh bien, on expose à avoir une prolongation d'iléus post-opératoire. Donc, un des moyens de limiter cet effet, c'est d'utiliser un monitorage de la volémie. Et par exemple, dans cette méta-analyse, pour limiter la durée de l'ilus post-opératoire et faciliter le retour du transit, eh bien, clairement, lorsqu'on utilise un monitorage de la volémie, eh bien, à la fois on accélère la reprise de l'alimentation normale, on réduit l'incidence des nausées et vomissements, et on accélère bien sûr la récupération du transit. Associé souvent à l'hypovolémie, on peut également observer une hypotension artérielle. Dans les deux cas, que ce soit l'hypovolémie ou l'hypotension artérielle, ils peuvent être responsables de complications post-opératoires. Cette hypovolémie, on en connaît la cause principale,
c'est la chirurgie par le saignement qui va générer cette hypovolémie. Mais il ne faut pas oublier que lorsque nous avons un jeûne prolongé, en particulier hydrique, eh bien, nous pouvons aussi faciliter la survenue ou en tout cas renforcer cette hypovolémie. D'autre part, les médicaments que nous utilisons, la plupart du temps, génèrent une vasoplégie qui va générer une hypotension artérielle, qui elle-même peut être responsable de complications post-opératoires. Donc, il est important de prendre en compte que la gestion de la volémie, non seulement va jouer sur un facteur fonctionnel comme la reprise du transit, mais va également jouer sur des complications post-opératoires. Donc, dans cette méta-analyse qui évaluait l'impact de monitorer la volémie en périopératoire, et donc à la fois d'éviter que le patient soit hypovolémique et à l'opposé qu'il ait un excès de remplissage, eh bien, on réduit le taux de complications post-opératoires et on réduit également la mortalité post-opératoire. Donc, il y a un bénéfice très important à monitorer la volémie, sûrement pas dans toutes les chirurgies, mais en tout cas, toute chirurgie à risque intermédiaire ou majeur mérite d'avoir un monitorage de volémie lorsqu'elle dure plus de 2 heures. Et ça, quel que soit l'état général du patient, quelle que soit sa classe ASA. Maintenant, si on regarde un peu plus sur les risques, les facteurs de risque qui ont été identifiés pour la survenue d'accidents cardiaques et cérébraux en post-opératoire, eh bien, on se rend compte dans cette étude multicentrique observationnelle réalisée en Espagne, qui regroupait presque 3400 patients et qui étaient opérés d'une chirurgie intermédiaire ou à risque élevé, eh bien, on observe que l'incidence est loin d'être négligeable, hein, puisque c'est à un mois 4,3% des patients, ce qui est quand même un taux important de complications majeures. Et lorsqu'on regarde les facteurs de risque qui ont été, lors d'analyses multivariées, clairement identifiés, eh bien, les auteurs identifient 7 facteurs de risque. Donc, la liste, elle est sur le tableau en dessous. Il y a parmi eux 5 facteurs qui ne sont pas amendables, hein, puisque c'est l'histoire, c'est basé sur les antécédents du patient. Par contre, il y a 2 facteurs, que ce soit l'hypotension péropératoire ou la transfusion de culots de concentré globulaire, eh bien, on voit que ces 2 facteurs peuvent être modifiables. Et lorsque, sur le graphe de droite, on regarde l'incidence des complications majeures en fonction du nombre de facteurs, eh bien, on se rend compte que, clairement, et c'est évident, plus le patient a 2 facteurs de risque, plus le risque est élevé d'avoir ces accidents majeurs. Quand il a 0 facteur, c'est le very low risk, eh bien, il y a uniquement 1,5% des patients qui présentent une complication majeure, alors que quand ils en ont 3 ou plus, eh bien, on monte à 20,6%. L'intérêt, c'est que si on prend en charge correctement à la fois la transfusion sanguine en évitant tout l'intérêt du patient blood management, mais également lorsqu'on prend en charge correctement la pression artérielle en péropératoire, probablement on peut faire basculer le risque vers la gauche du graphe et à ce moment-là, permettre à certains patients qui présentent 2 ou 3 facteurs de risque non amendables de pouvoir rester dans une catégorie de low ou à faible risque ou à risque intermédiaire. Les complications d'une hypotension artérielle sont multiples, mais un des principaux marqueurs de ces complications, c'est l'insuffisance rénale aiguë, parce que celle-ci, elle est, je dirais, un peu indépendante de l'état du patient. C'est un petit peu comme les infections de site opératoire. Elles sont universelles, elles ne sont pas dédiées à un patient ou à un autre, contrairement, par exemple, à des complications cardiaques qui, en général, sont associées à des comorbidités coronariennes déjà existantes ou à des diabètes déjà existants. Donc, dans cette étude, il y en a plusieurs qui vont dans le même sens, mais dans cette étude monocentrique, qui regroupe quand même 57 000 patients,
opérés d'une chirurgie non cardiaque, eh bien l'incidence des infections, des insuffisances rénales aiguës est égale à 5,6%. Et on voit bien sur les graphes de droite que la durée et la profondeur de cette hypotension déterminent l'incidence et la fréquence de ces insuffisances rénales aiguës post-opératoires. L'étude INPRESS, qui avait été conduite, qui est une étude multicentrique française, conduite chez près de 300 patients à risque d'insuffisance rénale aiguë, opérés d'une chirurgie non cardiaque durant plus de 2 heures, avait évalué l'impact de maintien d'une pression artérielle systolique dans un range très faible autour de la pression artérielle systolique de repos, puisque c'était autour à 10% maximum de moins, en maintenant cette pression artérielle systolique avec de la noradrénaline, comparé à un autre groupe contrôle dans lequel la tolérance d'hypotension était plus importante, avec un contrôle uniquement avec des bolus d'éphédrine, on observe sur un index composite, qui est l'apparition d'un syndrome inflammatoire majeur avec au moins une dysfonction d'organes, on observe une réduction des complications, une réduction de ces complications à 30 jours après la chirurgie. Mais ce qui est à noter et ce qui est très important, c'est dans cette étude, c'était que le volume d'éjection systolique était optimisé dans les deux groupes. Et donc, toute hypovolémie était écartée systématiquement. Et le traitement de la pression artérielle ne concernait principalement que les problèmes de vasoplégie. Alors, en pratique, en quoi l'impact de la mise en place des mesures anesthésiques et ERAS peut intervenir sur la prise en charge globale du patient? Dans cette étude de Grant menée aux États-Unis, en comparant avant et après la mise en place de cette étude sur un collectif de plus de 1000 patients opérés d'une chirurgie colorectale, ils avaient identifié 9 mesures étiquetées, labellisées à une mesure d'anesthésie, et ils avaient évalué l'impact sur la durée de séjour. Et qu'est-ce qu'ils ont comparé? Qu'est-ce qu'ils ont observé? Eh bien que, comme pour tout programme ERAS, plus on appliquait de mesures, plus on avait un succès, une réduction de la durée de séjour. Et donc, ça soulignait l'importance pour les médecins anesthésistes de véritablement appliquer toutes les mesures. Et entre autres, dans cette étude, il y avait le monitorage systématique de la volémie. L'importance dans ces cas-là, ça veut dire que tous les médecins anesthésistes doivent être formés au programme ERAS. Et pour cela, on voit bien, par exemple, dans cette étude, ils ont mis en place, dans un hôpital universitaire américain, ils ont formé des chirurgiens, des anesthésistes et des infirmiers anesthésistes. Et lorsqu'on regarde, en fonction de la présence en salle d'opération au moment de l'intervention, s'il y avait un ou deux entre le médecin anesthésiste et l'infirmier anesthésiste, est-ce qu'ils étaient tous les deux formés au programme ERAS ou s'il n'y en avait qu'un seul? On voit que, en effet, lorsqu'il y a 2 personnes qui sont formées, la seule différence, c'est que l'application des mesures est systématiquement plus importante. Mais plus intéressant, lorsqu'ils ont comparé le résultat à distance chez les patients qui avaient été opérés d'une chirurgie colorectale, soit en ayant au moins un médecin ou infirmier anesthésiste formé en salle versus aucun des deux, on voit l'impact tout de suite sur les suites post-opératoires, puisque bien sûr la compliance était largement significativement inférieure de l'application des mesures, mais ça avait un impact sur les durées de séjour prolongées, ça avait un impact sur les infections de sites opératoires et ça avait un impact sur les reprises chirurgicales. Il est donc absolument nécessaire de former le personnel anesthésique et infirmier anesthésique pour obtenir le succès de la mise en place de ces programmes ERAS. Dernière étude, c'est dans un très très gros hôpital, puisque c'est au Massachusetts Hospital,
eh bien, ils ont implanté chez des patientes opérées d'hystérectomie, ils ont mis en place un programme RAC en collaboration avec les chirurgiens d'un côté, les anesthésistes de l'autre, et ils ont regardé, ils ont mis en place un process d'implantation. D'abord, ils ont nommé des champions, des leaders, ils ont écrit un programme, et puis ils ont identifié à partir de ce programme et dans leur pratique clinique quotidienne quels étaient les écarts principaux par rapport aux mesures préconisées dans le programme ERAS. Ils ont informé par email tous les professionnels, qu'ils soient anesthésistes, infirmiers anesthésistes et internes, et ils ont évalué l'impact de cette formation sur 5 mesures qu'ils avaient clairement identifiées comme étant des principaux écarts par rapport aux bonnes pratiques. Lorsqu'on compare 3 périodes, c'est-à-dire avant la mise en place du programme RAC, pendant la mise en place du programme RAC, et même après, lorsqu'il n'y avait plus de formation, d'information à distance, entre guillemets, de la formation, eh bien, on voit qu'il y a eu un impact majeur sur les différentes mesures qui avaient été identifiées. Et encore plus intéressant, c'est qu'il y avait une pérennisation des modifications. Le changement avait été totalement intégré dans les pratiques, et même lorsqu'il n'y avait plus de soutien informationnel, eh bien, les pratiques avaient été clairement modifiées, étaient rentrées dans la pratique quotidienne. En conclusion, les programmes ERAS, ce ne sont pas simplement des programmes chirurgicaux. L'anesthésie est impliquée partiellement ou totalement dans plus de la moitié des mesures des programmes ERAS. Le management anesthésique en interopératoire conditionne les suites post-opératoires jusqu'à 1 mois après la chirurgie. Ça ne s'arrête pas à la sortie de la salle de réveil. Et puis au-delà, bien sûr, je n'ai pas pu aborder tous les aspects, mais il y en a d'autres aspects très importants parce que au-delà de la période péropératoire, l'anesthésie est aussi impliquée dans toutes les techniques d'épargne morphinique, que ce soit grâce à de l'ALR, à l'analgésie multimodale et ainsi de suite. Et chose importante pour notre métier, c'est que la médecine périopératoire devient véritablement une partie de notre fiche de poste, de notre métier. Voilà, je vous remercie et je suis à votre disposition pour répondre à des questions. Dr Alfonsi et Dr Benamou pour ces présentations. Et là, avec les questions, on va voir si on a des questions du groupe online. D'accord, donc on commence par des questions s'il y a dans la salle. Ok, oui, Joe. Bonjour, j'ai une question adressée au professeur Benamou concernant le quadratus lumbarum antérieur, bloc associé à une analgésie multimodale. Est-ce que ça peut substituer l'utilisation de morphine intrathecale chez les césariennes ou bien diminuer la dose de morphine? Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. C'est très bien, ok. Donc c'est parfait. Merci beaucoup d'abord pour le plaisir d'être avec vous aujourd'hui, même si nous sommes à distance. Alors, pour aller vite et répondre à cette question, oui, vous avez raison. Le QLB, la Quadratus Lumborum Block, est une possibilité, est un bloc de parois, enfin, un bloc interfacial qui a été déjà bien étudié dans le cadre de la césarienne. Et schématiquement, ce que l'on retrouve dans la majorité des études, c'est que ça ne sert à rien. Je pense que c'était déjà votre idée dans la façon dont vous avez posé la question. Ça ne sert à rien globalement de l'associer à de la morphine intrathecale. En revanche, si de la morphine intrathecale n'a pas été utilisée, alors à ce moment-là, ce type de bloc peut avoir un intérêt. Schématiquement, l'analgésie est un peu meilleure et de un peu plus longue durée avec la morphine intrathecale, d'une façon générale, mais avec le QLB ou le TAP block, qui a été aussi beaucoup étudié dans cette situation-là,
on a moins d'effets indésirables potentiels, vous savez, en rapport avec l'emploi d'un morphinique par voie neuraxiale. Donc, il y a un peu d'avantages, un peu d'inconvénients dans les deux cas. Sur le plan, disons, des résultats. Sur le plan pratique, la majorité des équipes en France et dans le monde utilisent malgré tout la morphine intrathecale parce que c'est plus facile à utiliser. Il suffit d'injecter le produit en même temps que le médicament, l'anesthésique locale dans la rachianesthésie. Mais il y a un certain nombre d'équipes qui préfèrent ne pas mettre de morphine intrathecale et employer d'emblée un bloc de paroi. Autre question? Ouais. Oui, moi j'ai une question à Monsieur Benamou. Concernant les césariennes, justement les femmes enceintes. On sait que maintenant les consignes de jeûne ont changé pour la population non enceinte, donc on les encourage à boire jusqu'à 2 heures avant. Est-ce que c'est la même chose pour les césariennes? Oui, les règles de jeûne sont généralement, enfin, se sont généralisées et schématiquement, on ne fait plus de différence dans les règles de jeûne selon qu'il s'agit de femmes enceintes ou de personnes non enceintes. Donc, même règle de jeûne. Et est-ce qu'on leur donne les produits, les Les carbohydrates? hydrates de carbone. Oui. Oui. Alors, il n'y a pas beaucoup d'études sur ça. Il y a quelques études qui ont testé ça chez les femmes enceintes. Il y a plus d'études, malgré tout, en dehors de la grossesse, d'une part. D'ailleurs, avec des résultats qui sont pas, je dirais, pas complètement démonstratifs. Peut-être Pascal Alfonsi, qui connaît aussi bien ce sujet-là, pourra éventuellement compléter ma réponse. Mais en tout cas, la littérature sur les hydrates, les hydrates de carbone préopératoires, alors que la théorie est intéressante, sur le plan des résultats cliniques, ne sont pas extrêmement démonstratifs. Ça, c'est une première chose. Et dans le cadre de la femme enceinte, il y a, à ma connaissance, un travail publié, je crois, l'année dernière, qui était intéressant, qui était plutôt contre l'emploi des hydrates de carbone en préopératoire chez la femme enceinte, car ce travail montrait que lorsque finalement le bébé est encore dans l'utérus, eh bien, la charge glucidique qui est apportée par les hydrates de carbone peut être associée à une hypoglycémie du nouveau-né. Donc, pas beaucoup d'avantages médical en termes d'outcome, vous savez, l'infection, la qualité de vie, la douleur, enfin tous les paramètres habituels que l'on peut avoir en post-opératoire dans le cadre des programmes ERAS, et peut-être un petit inconvénient sur cette hypoglycémie qui pour l'instant n'est rapporté à ma connaissance que dans un travail présenté sous forme d'abstract actuellement à ma connaissance. Donc je dirais plutôt non. Voilà. Merci. J'ai une question aussi à M. Alfonsi. Toujours pour le jeûne préopératoire, qu'est-ce que vous faites avec les diabétiques et les insuffisants rénaux? Alors, merci pour votre question. Bonjour à tout le monde. Pour les diabétiques, en fait, il y a deux cas de figure. Il y a le diabétique qui est parfaitement équilibré. Et là, il y a plusieurs papiers qui ont montré que même lorsqu'on donnait des carbohydrates chez ces patients-là, il n'y avait pas d'inconvénient majeur. Ça n'entraînait pas des hyperglycémies délétères et ça n'avait aucun effet délétère. Pas plus que j'ai un sujet qui est sain. Et donc, il n'y a pas de raison de ne pas leur donner les carbohydrates. Pour la deuxième question, c'était sur les insuffisants rénaux. À ma connaissance, il n'y a pas d'inconvénient non plus à leur donner des carbohydrates. Je ne vois pas trop pourquoi. Par contre, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est avec les nouveaux antidiabétiques oraux ou injectables, où on a des retards à la vidange gastrique, et ce qui peut se voir de manière identique chez des diabétiques déséquilibrés, où en plus on peut avoir des gastroparésies du fait de l'atteinte nerveuse végétative. Et donc là, il y a toute une réflexion, mais qui est encore en cours, de savoir comment on gère ces médicaments. Et ce n'est pas très simple. Est-ce qu'on prolonge la durée de jeûne pré-op pour les solides, pas pour les liquides, ou est-ce qu'il faut faire parce que l'arrêt à 7 jours avant, enfin voilà, c'est assez compliqué. Je dirais qu'aujourd'hui, je ne vais pas m'avancer sur une thérapeutique, parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dans la littérature de véritablement probant, à mon avis.
Merci. Si je peux, peut-être, je ne sais pas si on a le temps pour que je puisse rajouter un petit mot. D'abord, Pascal, avant que je complète sur les antidiabétiques, est-ce que tu as une idée sur l'histoire, tu sais, les hydrates de carbone et la césarienne? Est-ce que tu as un avis particulier là-dessus? Qu'est-ce que tu dirais? Je suis tout à fait en phase avec toi. En effet, ça déclenche par principe un apport massif ça va déclencher une hyperinsulinémie qui peut en effet avoir des conséquences chez le bébé. Donc, je pense qu'en effet, il vaut mieux éviter de leur donner. Par contre, il y a toute une réflexion également à avoir quand il y a un travail prolongé et qu'on aboutit à une césarienne au bout de 10-12 heures de travail, parce que sur une souffrance fétale ou sur un travail trop prolongé. Et à ce moment-là, je pense qu'il faut absolument, enfin, je suis beaucoup moins expert que toi sur la maternité et l'obstétrique, mais je pense qu'en effet, il y a une réflexion à avoir sur les conditions de jeûne de ces femmes qui restent sur une épreuve, hein, parce que quand même, un accouchement, ça reste une épreuve, même sous péridurale, et comment on gère ce jeûne prolongé pendant le travail. Oui. Alors peut-être juste un mot de complément. Vous savez, sur les médicaments antidiabétiques, les nouveaux, là, les inhibiteurs SGLT2, les glyphlosines, comme on dit, et l'autre catégorie qui sont les agonistes GLP1, là, le problème du jeûne, de la vidange gastrique, se pose pour la seconde catégorie de médicaments, c'est-à-dire pour les glutides, hein, essentiellement, c'est-à-dire pour les médicaments de la catégorie des agonistes GLP1. Des recommandations françaises sont en cours de publication dans la revue ACCPN, donc arriveront bientôt, avec un groupe de travail francophone qui a inclus des anesthésistes et des diabétologues. Et pour schématiser très rapidement, la recommandation pour ces médicaments-là, contrairement à la recommandation américaine, excusez-moi, qui a été publiée il y a maintenant 1 an et qui vient d'ailleurs de donner lieu à une révision qui a été publiée il y a quelques jours, dans laquelle ils sont plus aussi stricts sur l'idée, enfin les stricts. Leur recommandation qui était celle qu'ils avaient proposée il y a 1 an, qui était de dire on n'injecte pas, parce que ces médicaments sont essentiellement par voie sous-cutanée, on n'injecte pas la dernière dose avant l'intervention, c'est-à-dire en gros maximum 1 semaine avant. Nous, la recommandation française qu'on a écrite, c'est on continue le traitement, en particulier pour les diabétiques. Hein. Pour les obèses, c'est autre chose. Mais pour les diabétiques, on continue le traitement, puisque la durée d'1 semaine n'a pas tellement de sens. Hein, ces médicaments ont des durées de vie qui sont longues. Si on veut réduire, enfin, comment dire, si on veut ne plus avoir d'effet du tout, il faudrait les arrêter au moins 3 ou 4 semaines à l'avance, par exemple, ce qui n'est pas possible probablement en matière de déséquilibre glycémique, d'une part, en tout cas probablement pas raisonnable, d'une part, et deuxièmement, quand on les arrête, enfin, quand on ne donne pas la dernière dose, eh bien, il y a une étude du JAMA de l'année dernière, là, qui montrait que plus d'1 tiers ou la moitié des patients avaient quand même un estomac plein. Donc, la recommandation, c'est qu'en gros, c'est pas utile finalement de l'arrêter parce que si l'arrêt est court, et on peut difficilement faire un arrêt de longue durée, pour les diabétiques, j'entends, et si on ne fait pas d'arrêt, bah, de toute façon, c'est soit une échographie gastrique, soit une induction en séquence rapide avec intubation. Voilà. Donc, pour l'instant, on n'a pas trop d'autres possibilités que celles que je viens d'énoncer. Ah, si, peut-être un point supplémentaire, excusez-moi, un complément. Dans les recommandations là, qui sont en train de sortir ou qui sont sorties récemment, il est dit effectivement que sur les dernières 24 heures avant la chirurgie, alors ça n'inclut pas spécialement la césarienne, mais peut-être que ça serait à peu près similaire pour la césarienne. Enfin, des femmes enceintes qui ont des agonies GLP1, on n'en voit pas encore trop pour le moment. Mais en tout cas, pour les patients en dehors de la grossesse, hein, qui ont ces fameux glutides, là, ces nouveaux médicaments de la catégorie des GLP1, eh bien, ce qui est proposé hein, avec un niveau de recommandation qui est très, très faible, c'est de dire que dans les 24 heures qui précèdent la chirurgie, lorsque bien sûr elle est programmée, eh bien, que ça serait bien de donner une diète liquide, c'est-à-dire des repas très légers pour que on soit au moment de la chirurgie, le lendemain matin, par exemple, qu'on soit dans des conditions de jeûne, enfin alimentaire pas d'aliments solides dans les 24 heures, et seulement une diète liquide pendant les 24 heures qui précèdent la chirurgie. C'est absolument pas documenté. On ne sait pas très bien ce que ça aura comme conséquences bénéfiques ou pas. Est-ce que ça sera utile ou pas? On n'en sait rien. Mais il y a plusieurs recommandations qui écrivent ça un peu dans le monde entier. Voilà.
Autre question, ça? OK, j'ai une question de Dr. May Hello qui s'adresse à Dr. Benamou. Elle vous D'abord, salue bonjour, May. vivement. Elle vous pose une question sur le rôle de la prilocaïne et la chlorprocaïne qui sont indiqués encore en césarienne. Alors, pour la chloroprocaïne, je ne connais pas d'études césariennes, donc en rachianesthésie, hein, bien sûr. Hein. Je ne connais pas d'études qui aient été réalisées avec la chloroprocaïne. S'il y en a, ben, elle m'échappe, donc c'est possible. Hein. En tout cas, je n'en connais pas. Par contre, pour la prilocaïne, en France, ça s'appelle Baritécal. Je ne sais pas comment ça s'appelle chez vous, mais pour la prilocaïne, il y a au moins 2 études qui ont été réalisées et qui montrent que c'est tout à fait utilisable. Alors, deux commentaires, utilisables et même dans de bonnes conditions. Et compte tenu, bien sûr, que la prilocaïne a une durée d'action qui est plus courte, hein, pratiquement la moitié, en gros, de la bupivacaïne hyperbare, la prilocaïne, elle est vendue, en tout cas chez nous en France, sous forme hyperbare. Hein. C'est pour ça qu'elle s'appelle baritécale, bari, pour indiquer qu'elle est déjà hyperbare dans sa préparation commerciale. Et donc, la durée d'action est plus courte, suffisamment longue pour couvrir le temps de la césarienne, largement, hein, puisqu'on va avoir un bloc, disons, de qualité chirurgicale qui va durer au moins 1 heure et demie. Mais en même temps, comme c'est plus court en durée d'action, eh ben, la récupération, notamment motrice, va être plus rapide et donc une mobilité qui sera obtenue plus rapidement et donc qui permet d'aller plus facilement dans le programme global ERAS, hein, dans lequel la mobilité est importante. Un point important que je voudrais signaler sur ça, et puis après je m'arrête pour ce commentaire, c'est que en tout cas dans l'autorisation française de mise sur le marché, les études avec ces produits-là sont des études qui sont faites sans morphinique. Et donc du coup, on voit encore beaucoup de collègues qui n'osent pas associer un morphinique à la chloroprocaïne ou au baritécal, enfin, à la prilocaïne. Et donc, moi, je dis, surtout, faites attention, continuez avec vos bonnes habitudes, mettez un morphinique liposoluble, du fentanyl ou du sulfentanyl selon vos habitudes, et on peut sans aucun problème aujourd'hui mettre de la morphine intratécale, même avec la chloroprocaïne. Hein, c'est un très vieux débat qui a disparu aujourd'hui, où il y avait un antagonisme qui avait été décrit dans les années 70-80 entre la chloroprocaïne et la morphine, notamment à l'époque des parois péridurales. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce débat a disparu. Et donc, du coup, en tout cas, au moins pour le baritécal, pardon, la prilocaïne, pour rester avec les noms pharmacologiques, que vous pouvez utiliser en césarienne, rajouter des morphiniques comme vous le faites d'habitude avec la bupivacaïne. J'ai une dernière question à M. Alfonsi. Est-ce qu'il y a eu des études qui ont comparé le coût sur la santé du programme ERAS à comparer avec ce qu'on faisait avant? Est-ce que on a eu ce qu'on a le coût sur la santé? Alors, il y a eu en effet des études médico-économiques. Le problème des études médico-économiques, c'est qu'elles sont très dépendantes du système de financement du système de santé qui existe dans le pays. En tout cas, la plupart des études médico-éco ont été conduites aux États-Unis. Aux États-Unis, ça montre qu'il y a une épargne très importante du fait de l'application des programmes ERAS, parce que malgré le fait qu'il y a des investissements supplémentaires en termes de ressources humaines ou de matériel, en fait, la réduction significative, je fais surtout, juste un petit point de précision, c'est surtout sur la chirurgie colorectale que ça a été fait, parce que c'est le modèle qui a été le plus utilisé dans le programme ERAS. Et ça montre que ça réduit à peu près de 50% le taux de complications post-opératoires, donc également le taux de reprise au bloc opératoire, ça réduit les durées de séjour. Et donc, quand vous avez des systèmes type bundle payment, en fait, l'économie de santé est très importante. C'est pour ça que vous avez des pays comme le Canada, comme les États-Unis, mais surtout le Canada aujourd'hui, où il y a une véritable volonté politique des agences régionales, hein, que ce soit au niveau de l'Alberta, l'Ontario, tout ça, des grands États,
pour vraiment développer tous ces programmes Erasmus parce qu'ils se sont rendus compte que, en fait, tout le monde bénéficiait de la mise en place du programme Erasmus. Le patient d'abord, et puis sur le plan économique également, l'établissement de santé et de manière générale le système de santé puisqu'il dépense moins d'argent pour soigner la même pathologie. Moi, je l'ai fait au niveau de l'hôpital Saint-Joseph. Le gain, clairement, sur la chirurgie colorectale, c'est la réduction de la durée de séjour. Et comme on est payé au forfait, eh bien, toute la réduction de la durée de séjour permet, nous, on a remarqué que quand on faisait de la RAC, c'est-à-dire qu'on appliquait plus de 70% des paramètres, eh bien, on réduisait de 5 jours notre durée de séjour par rapport aux patients qui n'avaient pas bénéficié de RAC au sens propre, c'est-à-dire qu'il y avait eu moins d'un facteur ou un facteur sur deux. Et cette économie de 5 jours, bah, en fait, est totalement bénéficiaire pour nous parce que, pour être trivial, eh bien, on met 2 patients dans le même lit sur la même période et donc on a 2 forfaits. Donc, in fine, dans notre système, le développement des programmes Erasmus est également très soutenu par les autorités de santé parce que c'est un excellent moyen d'augmenter le nombre de patients par lit et donc de réduire le nombre de lits et en réduisant le nombre de lits, les coûts associés à l'utilisation de ces lits. Ma dernière question, c'est pour le Dr Alfonsi. Concernant la compliance des patients, surtout dans le programme de chirurgie colorectale, on parle, la littérature dit 4 semaines d'une phase préopératoire, voire 6 semaines. Donc, votre pratique quotidienne? Alors, la partie 4 semaines avant, c'est principalement, je ne les ai pas abordés dans mes topos, c'est ce qu'on appelle la préhabilitation. Ce n'est pas la RAC telle que l'avait définie, ERAS telle que l'avait définie Kellett, puis ensuite l'équipe de Lundquist. La préhabilitation, c'est d'apporter, de permettre aux patients de se présenter dans des meilleures conditions le jour de la chirurgie. Le paradoxe, et ça je pense que c'est également un problème de culture médicale, toutes ces études ont été conduites, c'est l'équipe de Francesco Carli au Canada qui est à l'initiative de ces programmes de préhabilitation. Et quand on lit leur littérature, nous en France, on est toujours un peu surpris parce que ça ne leur pose pas de problème d'opérer un patient qui a un cancer du côlon ou un cancer du rectum 4 à 6 semaines après une préparation. Et après la compliance, alors donc déjà il y a un problème de mentalité, de prise en charge des patients qui n'est pas tout à fait la même. Que nous on travaille plutôt avec des chirurgiens, on commence à s'éduquer, mais où on a toujours l'impression qu'une fois que le patient a quitté leur bureau de consultation, il faut qu'il soit sur la table d'opération 2 jours après, quand c'est un cancer. Donc il y a tout un travail à faire au sein de la collectivité et de la communauté médicale. Et côté patient, en fait, la compliance, elle ne fonctionne, en tout cas pour les exercices, que quand il y a du coaching associé. S'il n'y a pas de suivi des patients pendant cette période de 4 à 6 semaines pendant laquelle on leur demande de faire des exercices quasi quotidiens et d'avoir une alimentation très riche en protéines, eh bien, on voit que l'impact est moins important que lorsqu'on organise des séances de coaching, soit par déplacement sur la structure de soins, soit à distance, mais il faut qu'il y ait un suivi de ces patients. Donc, ça demande toute une organisation qui n'est pas si simple à mettre en place et qui est très consommatrice de temps et qui, pour l'instant, même en France, n'est pas excessivement bien valorisée et bien cadrée. Le dernier point que je pourrais dire, c'est que globalement, les patients sont contents de faire ces exercices, sont contents d'être associés, et surtout, plus ils sont fragiles, moins ils ont de capacité fonctionnelle, moins ils marchent pendant les 6 minutes, la distance parcourue pendant 6 minutes est importante et faible, plus ils bénéficient de ces programmes. Et les gains qu'on a chez eux se répercutent jusqu'à 4 à 6 semaines après la chirurgie. D'accord. Merci, Dr Benamou et Dr Alfonsi.